Ivoirien, il content Gbagbo, il content aussi Ado. C'était toujours au nord. Il y avait un monsieur qu'on appelait Papa Soro. Papa Soro, il a fait la guerre à Laurent. Moi ça va, ça se passe bien les enregistrements. Je vais appeler quelques-unes des personnes pour leur dire merci. Mais je vais me mettre sur la terrasse pour faire ça. Madou Koulibaly et je vous appelle... Oh, c'est gentil. C'est gentil. Merci, c'est très très aimable. Nous sommes nombreux, c'est parce qu'on ne se connaît pas tous et je crois que l'occasion est donnée maintenant avec ce parrainage et cette élection de chacun sortir de là où il est, de nous rassembler, de serrer les coudes et puis de mettre un peu d'ordre dans notre pays. Vous êtes à Abidjan ou à l'intérieur du pays? Non, je suis à l'intérieur, je suis à Isia précisément. Isia? Oui. D'accord. Et quelle activité vous menez là-bas? Je suis infirmier diplômé d'État. D'accord, super, dans le corps de la santé. Oui. Merci pour la confiance. Vous connaissez notre programme. Si on gagne, on va modifier pas mal de choses dans le système de santé de notre pays. Amen. Et vraiment, on en a besoin, vraiment. Très bonne journée. Vraiment, merci. Merci pour le cadeau. Wow, quel honneur. Ah, c'est moi qui ai été honoré, madame. Ah, quel honneur d'entendre votre voix au téléphone. J'ai votre fiche de parrainage sous les yeux. D'accord. Et je vous appelais pour vous dire merci. De rien, papa, de rien, papa. Parce que me prendre comme filleule et puis parrainer cette candidature, c'est un très grand honneur pour moi. Ah, c'est gentil, papa. Moi aussi, c'est un honneur pour moi, vraiment. Merci. Du peu que je peux. Merci. Vraiment. Et vous vivez à Abidjan ou à l'intérieur? Non, je suis à Abidjan, je suis à Yopougon. À Yopougon. Oui, j'espère que toutes les voix qui arrivent là nous permettront de passer au second tour de ces élections. On espère ça, on espère. Et puis en ce moment, vous allez tous les parrains vont se mettre en campagne pour qu'on aille au troisième tour. D'accord, il n'y a pas de bon. Je sens prie Dieu pour que Dieu vraiment soit avec vous, pour que vraiment vous puissiez vous installer. Merci, mais très très bonne journée à vous. Merci à vous, papa. Portez-vous bien, que Dieu veille sur vous. Merci, pareil pour vous. Hein? Je salue tout le monde à la maison. D'accord, papa. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, papa. Oui. Salut et bienvenue sur Côte d'Ivoire Making Of, c'est Adam. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler du Mali et pourquoi la chute d'IBK est acclamée par les populations africaines, surtout, et surtout au Mali, mais pourquoi elle n'est pas appréciée dans la sous-région ouest-africaine. C'est pas une chose difficile à comprendre, mais on va aller pas à pas. En commençant par comment est-ce que IBK a perdu le pouvoir, au fait. La rumeur court que des négociations sont en cours pour l'exil d'Ibrahim Boubacar Keïta, destitué comme président du Mali dans un putsch militaire le mardi dernier, et actuellement détenu avec son fils, son premier ministre Boubou Cissé, certains hauts cadres et fonctionnaires du gouvernement. Maintenant, la CEDEAO, le bloc régional ouest-africain, auquel le Mali appartient, a établi une ligne ferme, les chefs d'État, membres lançant un appel à la réintégration de M. Keïta à la présidence. Nous en reviendrons. L'homme de 75 ans avait annoncé sa démission forcée dans la déclaration télévisée mardi dernier, vers minuit apparemment, depuis la pièce de la base de l'armée de Kati, à 15 km de Bamako, où lui et M. Cissé
avait été emmené par des soldats cet après-midi-là. Cela s'est produit après plus de 2 mois de confrontation avec une alliance de politiciens de l'opposition et la société civile, au nom de laquelle les foules massives ont organisé une série de manifestations de rue, habilement pilotées par le charismatique imam Mahmoud Dicko. Les manifestations avec une revendication centrale, la démission de M. Keïta. Bien que Mamadou Dicko, l'imam, se soit lui-même abstenu de réclamer cela explicitement. Dans les négociations avec la CEDEAO, M. Keïta avait fait concession après concession, mais n'avait jamais cédé à sa position. Il n'avait jamais proposé des réformes décisives qui auraient clairement mis fin à son commandement de la machine de l'État. Ce qui signifie que IBK, pour ceux qui ont des difficultés avec le français écrit dans ce texte, je vais l'expliquer terre à terre. IBK ne faisait plus l'unanimité, que ce soit dans la société civile, avec les religieux, et aussi dans l'armée. Le Mali était en danger. Il fallait alors faire quelque chose. Peut-être que cela se voit comme un coup d'État, mais il n'y a pas de coup d'État quand toute la population, y compris les religieux, et aussi l'armée, ne veut plus du même président. Personne ne veut d'IBK au Mali, sauf ceux qui travaillent avec lui, pour lui, dans le gouvernement, et aucune autre personne ne veut qu'il soit président. Le président n'a obtenu une réélection facile en 2018 que parce que les opposants traditionnels et une série de nouveaux groupes centristes n'ont pas réussi à établir un front commun. Ce qui signifie que les opposants en 2018 n'étaient pas capables de se mettre en accord pour battre IBK. La seule raison pour laquelle il a gagné, c'est comme ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Puisque le FPI et autres ne sont pas mis sur la liste électorale, ce qui fait qu'ils ne pourront pas s'opposer à la candidature ou bien de certaines personnes, mais ils ne pourront pas faire front avec les autres partis politiques contre Alassane Ouattara cette année dans les élections. La question qui a finalement déclenché la montée massive de la colère de la population qui s'est propagée dans les rues de Bamako cette année était plutôt la décision de la Cour constitutionnelle d'annuler les résultats de 31 sièges parlementaires aux élections tenues sur 2 tours en mars et avril. C'est arrivé à un moment où le sentiment était déjà vif après que des militants du Nord eurent kidnappé le leader de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé, alors qu'il était en campagne dans le Nord, près de Tombouctou, et il est toujours en otage. Il est toujours otage. Puis, après que le Covid-19 ait forcé les résidents de Bamako à subir des mesures de confinement, et alors que les soldats maliens continuaient de sacrifier leur vie dans la guerre du Nord, des images ont émergé montrant le fils du président Karim, le fils du président, son nom c'est Karim, président de la commission de la défense du Parlement, qui a une position très stratégique dans le gouvernement, puisqu'il est chargé de la défense du Parlement. Il est montré dans des vidéos et des photos sur un yacht à l'étranger en train de se la couler douce avec les fonds du gouvernement, pendant que les Maliens, eux, sont confinés, enfermés chez eux, affamés, dans la détresse et la maladie. Vu tous les faits qui sont établis ici, je crois que nous ne parlons pas ici
de coup d'État, nous parlons ici d'un bon débarras. Il fallait bien que le Mali se débarrasse d'un président qui avait gangréné le pays avec la corruption. Il fallait que les Maliens, les courageux Maliens sortent et se battent et récupèrent leur pays de la main de ces gens corrompus. Maintenant, pourquoi certaines personnes sont-elles dérangées par ces événements dans la sous-région? Pourquoi est-ce que l'ONU ne s'était pas montrée au départ, après 2 mois, presque 3 mois de protestation, de revendication, personne ne s'est levé pour demander à Ibeka de laisser le site présidentiel à une autre personne ou bien de faire un transfert de pouvoir, puisque personne ne voulait qu'il soit président au Mali. Pourquoi est-ce que l'ECOWAS n'était pas intervenu pendant que les Maliens pleuraient, souffraient et étaient dans les rues en train d'essayer de retrouver une certaine dignité? Personne ne s'est levé pour montrer du doigt Ibeka qui est totalement incompétent et avec lui et avec son gouvernement qui sont incompétents. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi ce qui se passe au Mali dérange. Il y a des élections, bon, ça dépend, il y a des élections ou pas dans certaines régions qui sont très proches du Mali, comme en Côte d'Ivoire, au Niger, au Togo, au Burkina et en Guinée. Bientôt. Et les leaders politiques ont peur que cela donne des idées aux militaires ou bien à la population, aux alentours, en voyant cette nouvelle de coup d'État que je mets entre griffes, que je n'appellerai pas coup d'État, parce que j'appelle ça une insurrection normale. Il fallait que ce monsieur parte, puisqu'il ne faisait plus l'unanimité, et que personne ne voulait plus de lui. Et que nous, en tant que population de pays africains, nous en tant qu'Africains, nous en tant que personnes qui comprenons la douleur du Mali, nous voyons qu'il était normal que les Maliens sortent et défendent leur pays, où plus rien n'allait plus du tout. Alors, certains présidents comme Alassane Ouattara, Alpha Condé, président du Togo, ont peur que la même chose leur arrive. Puisqu'il faut savoir que un pays comme, 2 pays surtout, comme la Guinée et la Côte d'Ivoire, nous avons des présidents qui veulent violer la Constitution et qui sont en train de violer la Constitution, qui ont réécrit la Constitution et qui se croient plus intelligents que le reste des personnes qui sont dans leur pays. Et à voir que Ibeka n'est plus là, puisque souvenez-vous qu'il y a 2 mois, il y avait certaines révélations qui avaient été mises sur le net, qui disaient que le gouvernement ivoirien avait envoyé des mercenaires au Mali pour supporter Ibeka. Et aussi, on parlait aussi de mercenaires guinéens. Ce sont les 2 pays-là qui supportaient Ibeka le plus, parce que les présidents avaient un plan déjà. Et ça, c'est 2 mois avant que Amadou Koulibaly ne meure. Donc, ils savaient déjà ce qu'ils voulaient faire. Il fallait protéger Ibeka, parce que si Ibeka tombe, cela donne des idées et aux Ivoiriens et aux Guinéens de vouloir manifester et de sortir de là où ils sont et d'essayer de faire tomber les gouvernements corrompus que nous avons, les gouvernements ethnocentriques, les gouvernements affaiblis, les gouvernements peureux, puisque ce sont des peureux, puisqu'ils utilisent l'armée pour effrayer, et pourtant, eux-mêmes, ils n'ont pas la force, parce que réellement, le peuple a la force. Le peuple est plus fort que le gouvernement. Un gouvernement constitue une centaine de personnes au maximum.
les ministres sont une cinquantaine. Vous enlevez l'armée des ministres, les ministres sont affaiblis, ils n'ont plus le garde du corps. Ce qui est arrivé à Ibeka, du jour au lendemain, ils se retrouvent seuls. Là, assis sur une table, il n'a même pas eu le temps de se laver. Et il prend la caméra, il est là, affaibli, à pleurer. Nous ne voulons pas en venir là, dans les pays comme la Côte d'Ivoire et la Guinée. Seulement, il va falloir que les présidents, eux, prennent l'initiative de laisser passer, de laisser tomber le pouvoir au bon moment. Nous ne sommes plus dans les années 90, nous ne sommes plus au temps des partis uniques, nous ne sommes plus au temps de la colonisation. Nous sommes des Africains aujourd'hui nous sommes éduqués. Nous comprenons la constitution de nos États. Nous savons ce que nous voulons. Nous savons où nous voulons aller. La seule chose dont on a besoin, c'est que les présidents africains respectent ce qu'ils disent, comme le président Alassane Ouattara qui, il y a 3 mois, il y a 6 mois, presque 8 mois, je ne sais pas, qui disait qu'il ne se présenterait pas. Et aussi les ministres, comme Cissé Bakongo et autres, qui disaient à la télévision que l'article 183 et l'article 35 empêcheraient Alassane Ouattara de se représenter. Et aujourd'hui, eux-mêmes, les mêmes personnes, le président et lui et son gouvernement qui changent, qui disent que, sans avoir encore changé la constitution, eux-mêmes, disent que oui, puisque Amadou Koum Coulibaly est décédé, il va falloir trouver une nouvelle personne et il est impossible de trouver une personne en 4 semaines. Donc il va falloir que le président lui-même se présente, malgré que la constitution l'empêche. Et on nous sort cette nouvelle phrase de c'est comment dirais-je, c'est le premier mandat de la 3e République. C'est de la manipulation, c'est de la dictature. Et en parlant de dictature, je voudrais dire ici que toutes les manifestations dans mon pays, la Côte d'Ivoire, sont empêchées par le gouvernement. Mais hier, comme par magie, le RHDP avait le droit de faire venir des bus, des cars et tout ce que vous voulez, des 4 coins de la Côte d'Ivoire pour remplir le stade à Abidjan, pour investir Alassane Ouattara comme nouveau candidat du RHDP. Et c'est de la dictature et ils font dénoncer cela. On ne peut pas empêcher les autres de marcher et de manifester. Et eux-mêmes ont le droit de le faire. Comme au décès d'Amadou Koum Coulibaly pendant la Covid, tout le monde, personne ne pouvait sortir, on battait les gens qui sortaient, mais une fois que lui il est décédé, tout le monde avait le droit de sortir et de venir voilà, pour son enterrement. Allez, comme si la Covid avait juste disparu. On se rend compte que notre gouvernement, quand les manifestations sont en leur faveur, tout le monde a le droit de sortir, tout le monde a le droit de parler, tout le monde a le droit de faire ce qu'il faut faire. Et quand l'opposition, elle, a quelque chose à dire, voilà, c'est motus bouche cousue, c'est l'armée, c'est les balles réelles et tout. Aujourd'hui, nous tendons vers la violence dans mon pays. Bonois, Divo, où des maisons, des personnes ont perdu leur vie, et des maisons ont été incendiées, des hôpitaux et tout. Moi, je lance un appel au calme. Je veux que nous puissions faire tout notre possible, tous, que ce soit soyez cyberactivistes de l'opposition ou pas, à calmer le jeu et de stopper, arrêter d'appeler à la violence, arrêter de semer la violence. Qui connaît Papa Soro? Qui connaît Papa Soro? Qui connaît Papa Soro? Qui connaît Papa Soro? C'est un Ivoirien, il compte en Gbagbo, il compte en